Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ce truc. Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e vidéo de GenaWorks. Cette fois, je vais enfin commencer la pratique et vous montrer les premiers essais du système d'inclinaison de la Gena. Pour rappel, je compte essayer de fabriquer un petit véhicule à 3 roues dont une des caractéristiques principales est qu'il s'incline dans les virages. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que le système d'inclinaison sera actionné par un petit moteur électrique qui fera bouger un balancier lui-même relié aux amortisseurs du train avant. Ce moteur électrique doit fournir plus ou moins 130 watts de puissance et un couple de 204 Nm. Et si vous avez vu la vidéo, vous savez aussi que j'ai un peu craqué mon slip et que j'ai pris un moteur de 3000 watts et une réduction qui peut fournir 892 Nm de couple. Je préfère surdimensionner par sûreté pour réduire par après. Et ici, tout va me servir de prototype et de banc d'essai, donc le système final ne ressemblera très probablement pas à ça, les principes seront les mêmes, mais pas les composants. Il est temps de vous présenter le schéma bloc du système. Il y a le moteur électrique, le muscle du système. Mais le problème, c'est que ce moteur a une vitesse de 5000 tours par minute et un couple de 5,4 Nm. Or, moi, il me faut un couple de 204 Nm et à peine 15 tours par minute de vitesse. Trop de vitesse et pas assez de couple. Je dois donc transformer un pour avoir l'autre. Et ça se fait avec une réduction. J'ai choisi une réduction harmonique. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard, c'est un truc assez cool. Ça divise la vitesse par 120 et donc ça multiplie aussi le couple par 120. J'ai relié le moteur et la réduction avec une transmission par chaîne qui divise déjà la vitesse par 2. Donc au total, ça divise par 240 la vitesse. En sortie, ça donne une vitesse de 20 tours par minute et un couple de 1300 Nm. Alors 1300 Nm, c'est vraiment énorme. Et quand on regarde dans la documentation technique de la réduction, on voit qu'elle ne peut fournir que 892 Nm. Donc ça veut dire que si pour une raison ou l'autre le système se retrouve bloqué ou à buter pendant qu'il bouge et que le moteur derrière continue à envoyer les watts, il y aura de la casse, vu qu'il va essayer de fournir un couple plus élevé que la limite mécanique de la réduction. Et vu le prix de ce truc, j'ai des petits frissons rien qu'en y pensant. Donc j'ai trouvé une petite astuce de sécurité momentanée juste pendant les tests, je vous montrerai ça après. Alors il y a le moteur et la réduction, ok. Mais le moteur, il faut l'alimenter. Et ça, c'est le rôle de l'onduleur. Étant donné que pour le moment, je pars sur une batterie principale de 72 volts, j'ai choisi un moteur qui peut tourner en 72 volts. Alors il y a des moteurs à courant continu, comme celui-là, on n'a qu'à le brancher pour que ça tourne. Mais celui-ci, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas juste le brancher comme ça. Non, c'est un moteur triphasé, donc chaque phase doit être alimentée de façon très précise. Mais j'en parlerai sur une autre vidéo dédiée uniquement sur les moteurs électriques. Pour le moment, retenez qu'il faut juste un onduleur qui prend du 72 volts continu, qui le divise en 3 et qui fait onduler chaque phase pour alimenter le moteur comme il faut. Donc réduction, moteur, alimentation générale, onduleur pour faire tourner le moteur, ok. Mais l'onduleur, il ne prend pas de décision, il ne fait que faire tourner le moteur en fonction de ce qu'on lui demande. Donc il faut un truc qui demande. C'est là qu'entre en scène le module de commande. Ce module va lire deux angles en permanence. Ici l'angle actuel du système et là l'angle que je vais commander via un petit joystick. Il va comparer les deux et va commander l'onduleur pour faire tourner le moteur de façon à constamment chercher à réduire l'erreur qu'il y a entre les deux lectures. Il en résulte que si ce module de commande est bien programmé, l'erreur sera corrigée instantanément et l'angle demandé ici sera directement reproduit là. Maintenant, je vais m'arrêter sur chaque partie du schéma pour aller un peu plus loin dans les explications. Bon, comme je l'ai déjà dit, je ferai une vidéo spéciale sur les moteurs électriques en général, donc le moteur, je passe. Là, il y a la transmission qui est actuellement par chaîne, et ça fait un bruit abominable. Donc s'il s'avère qu'une pré-réduction est toujours nécessaire, j'en ferai sans doute une par engrenage, enfermée dans un joli petit carter. Maintenant, on arrive à la réduction dite harmonic drive, ou réduction harmonique. Le principe est juste génial. Voici un petit gif bien pratique qui vient de Wikipédia. Vous voyez qu'il y a trois parties distinctes. En vert, l'axe central, qui tourne et qui a une forme elliptique. En rouge, un engrenage de 40 dents, légèrement souple, qui se fait en permanence déformer par l'axe central. Et l'engrenage extérieur en bleu qui lui a 42 dents, donc 2 de plus que l'engrenage intérieur. C'est un peu hypnotisant et c'est pas évident de comprendre vraiment ce qui se passe, donc on va se concentrer juste sur une seule dent pour bien comprendre. Regardez, vu que l'engrenage rouge et bleu n'ont pas le même nombre de dents, à chaque fois que l'axe central vient déformer le rouge pour le plaquer sur le rouge est forcé de se déplacer d'une dent. Vous avez suivi? Je laisse courir un peu l'animation pour que vous visualisiez bien. Imaginez, si vous faites tourner ensemble deux engrenages qui ont le même nombre de dents, à chaque tour, les mêmes dents vont se rencontrer. Il n'y a pas de raison que ça se décale. Mais si vous faites tourner des engrenages qui n'ont pas le même nombre de dents, une de différence par exemple, forcément il va y avoir un décalage d'une dent à chaque tour. Et c'est ce qui se passe ici. Sauf que là, au lieu que ce soit la rotation qui crée le décalage, c'est le décalage qui crée la rotation. Franchement, le mec qui a pondu ce truc, il était vraiment bien inspiré. Sur l'exemple là, on voit qu'il y a donc un décalage d'une dent à chaque demi-tour. Donc pour chaque 180 degrés fait par l'axe vert, le rouge n'en fait que 9. Ça fait une réduction de 1 pour 20.
L'avantage de ce mécanisme est qu'il est très précis et tout petit comparé aux réductions d'engrenage classiques. Alors pour les connaisseurs, il y a aussi la réduction cycloïdale, mais c'est beaucoup plus compliqué à trouver et encore plus cher pour les mêmes spécifications. Maintenant, si au lieu de 40 dents, l'engrenage central en a 240, on se retrouve avec une réduction de 1 pour 120, et c'est ça que j'ai choisi. On voit ici dans la pratique comment c'est fait. Le seul problème, c'est que le roulement elliptique central est simplement inséré dans l'engrenage souple. Rien ne l'empêche de se balader d'avant en arrière sur son axe. Alors j'ai juste imprimé ce petit support qui maintient tout en place. Il n'y a presque pas de charge dessus, c'est juste pour empêcher le roulement de bouger. Ce qui est aussi intéressant avec cette réduction, c'est qu'il y a deux sorties possibles selon quelle partie on tient fixe. Si je la pose comme ça, avec la partie centrale fixe, c'est l'extérieur qui tourne. Et si je la tiens de l'extérieur, alors c'est la partie centrale qui tourne. Pour le moment, je vais utiliser la partie centrale comme sortie, mais on verra bien, ça va peut-être changer. Vous voyez que j'ai quand même fixé un bras. En fait, c'est histoire de bien voir les mouvements, étant donné que c'est des petits mouvements, et aussi de pouvoir venir forcer dessus pour voir ce qui se passe en plein fonctionnement. Mais je vous ai dit plutôt que le moteur est assez puissant pour forcer la réduction à donner un couple qu'elle n'est mécaniquement pas capable de donner. Donc pour cette phase de test, j'ai fixé le balancier avec des boulons imprimés en PLA. Si le truc déconne et veut faire un tour complet par exemple, ces boulons serviront de fusibles mécaniques. Ils seront cisaillés et j'aurai qu'à les remplacer. Donc la réduction, c'est fait. Maintenant, on passe au contrôleur moteur, à l'onduleur. J'ai choisi un FlipSky 7500. Alors le FlipSky, c'est un petit contrôleur moteur, principalement utilisé pour les motos électriques, les petits karts, les trottinettes, etc. Mais rien ne l'empêche de gérer mon moteur. Enfin, presque. Le contrôleur doit savoir à quelle vitesse va le moteur pour le gérer comme il faut. Et il y a des capteurs de vitesse à effet Hall intégrés de base dans le moteur qui peuvent être directement branchés au FlipSky. Alors de nouveau, les capteurs à effet Hall, j'expliquerai ce que c'est dans la vidéo dédiée au moteur. Le problème, c'est que ces capteurs sont bien pour une utilisation très classique du moteur, mais moi j'ai besoin de trucs beaucoup plus précis. À la place, je vais donc utiliser un encodeur magnétique. L'encodeur magnétique, il lit la position de la polarité d'un petit aimant qui est collé sur l'axe du moteur. L'encodeur que j'ai choisi, un AS5047P, a une précision de 0,022 degrés. Comparé aux quelques degrés du capteur d'origine, ça fait une sacrée différence. Alors c'est très bien, mais après avoir galéré des jours à essayer de faire fonctionner ce truc et après avoir envisagé tout un tas de solutions, j'ai trouvé dans les fins fonds d'internet que je devais faire une petite modif dans le contrôleur. En fait, les signaux envoyés par le capteur à effet Hall du moteur ne sont pas du tout les mêmes que ceux envoyés par l'encodeur. Là, c'est plus pour les connaisseurs, mais en gros, il faut retirer les condensateurs initialement présents pour lisser le signal carré analogique envoyé par les trois capteurs à effet Hall et chanter leur résistance pour que le signal numérique arrive à l'encodeur sans encombre. Et après tout ça, il faudra paramétrer FlipSky pour qu'il soit bien au courant qu'il lit un encodeur et pas les capteurs à effet Hall, sinon il va rien comprendre. Une fois que tout ça fonctionne enfin, on peut brancher le FlipSky à son alimentation. Alors l'alimentation, c'est une alim fixe pour le moment parce que j'ai pas encore fait la batterie. On peut aussi le brancher au moteur via les trois phases, à son encodeur et au module de commande. Ah bah justement, parlons du module de commande. Vu que je suis en mode prototypage et que pour le moment la logique de commande d'angle reste très simple, je vais me contenter d'un petit Arduino. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une mini-carte programmable qui a plusieurs entrées et sorties et qu'on programme avec un langage Arduino qui ressemble assez à du C++. Alors il y a plein de sortes de cartes différentes, moi j'ai pris une Nano Evry parce que j'avais ça qui traînait dans mes tiroirs. Alors comment ça va marcher? Souvenez-vous, l'Arduino va recevoir la demande d'angle via un petit joystick et en fonction de la différence entre l'angle demandé et l'angle actuel mesuré ici, il va demander à l'onduleur de faire tourner le moteur. Mais l'onduleur, le FlipSky, ne peut pas recevoir directement une commande d'angle. On ne peut pas lui dire « vas-y, tourne et mets-toi à 22,5 degrés ». Il n'est pas prévu pour ça, lui, il ne comprendrait rien. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est « tourne plus vite » ou « tourne plus fort ». Donc l'Arduino va utiliser quelques filtres et une simple régulation PID pour traduire l'erreur d'angle en ampérage envoyée au moteur. Ceux qui connaissent le savent bien, un PID c'est vraiment le niveau 0 de la régulation, on peut difficilement faire plus simple. Alors je ne vais pas m'attarder dans le code cette fois, d'autant plus qu'il est très loin d'être définitif. J'imagine que ça peut en intéresser certains, mais ça risque aussi d'en saouler d'autres, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'aille un peu plus dans les détails. Et tant que j'y suis, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse de voir un peu plus toutes les étapes de fabrication. Bon, maintenant que tout est fait, je vais m'assurer que chaque partie fonctionne séparément avant de tout démarrer ensemble. Alors là, j'ai paramétré le FlipSky pour qu'il fonctionne bien avec le moteur, pour qu'il reconnaisse l'encodeur magnétique et pour qu'il accepte bien les commandes qui viennent de l'Arduino. Et tout fonctionne bien. Si via l'Arduino, je demande au moteur d'aller à un RPM de 2000 tours par minute par exemple, pouf, il y va, ça marche. Alors ici, j'ai fait des tests avec une commande en RPM, mais dans la pratique, je lui enverrai une commande d'ampérage. Ici, si je le fais, étant donné que le moteur est libre et qu'il n'y a rien qui le retient et qu'il n'y a pas de régulation, avec un tout petit ampérage, le moteur va accélérer jusqu'à sa vitesse maximum. Mais quand toute la régulation sera là et qu'il sera relié à la réduction, ça fera plus du tout ça. Maintenant, je vais voir si mon Arduino capte bien les différents angles qu'on lui demande.
celui de l'encodeur, côté réduction, et celui de l'angle donné avec le petit joystick. Alors chose très importante pour tous ceux qui seront un jour susceptibles de faire ce genre de bricolage, ou pour tous ceux qui veulent juste avoir une culture générale technique. Bon, par contre pour tous les pros, tout ce que je vais dire là va tomber sous le sens. Au début j'avais fait un système sans aucune protection électromagnétique, et c'était une catastrophe. J'avais des bugs de partout, des signaux parasites, il n'y a rien qui fonctionnait. Forcément, j'avais des gros câbles qui font passer pas mal d'ampères en alternatif, donc qui génèrent de grosses variations de champ magnétique, juste à côté de petits câbles qui doivent faire passer très précisément des bits de données. Il y a tout qui foirait. Donc pour toutes les communications, j'ai pris du câble blindé, où non seulement le blindage est relié à la terre, mais aussi où chaque brin de fil utilisé est torsadé avec un câble de terre. Pour être vraiment sûr, j'ai aussi imprimé un genre de petit boîtier d'interconnexion, entouré lui aussi d'alu qui est mis à la terre. Comme ça, il y a le moins possible de fils non protégés, et ça change vraiment tout, plus aucun bug. Regardez un petit exemple avec des connexions qui sont non blindées. Là, dans la colonne, ça devrait rester constant et on voit que ça l'est pas du tout, ça bouge tout le temps. Mais rien qu'en mettant ma main autour, hop, on voit que ça les stabilise. On voit que ma main fait un genre de bouclier, comme une cage de Faraday. Donc même pour ceux qui font des petits circuits assez simples, je sais c'est un peu chiant, mais prenez pas de risques et soyez intransigeants avec la protection IEM. Ça peut juste faire la différence entre un système qui fonctionne et un système qui fonctionne pas. Mais revenons à mes angles. Là on voit que si je fais bouger la réduction à la main, on voit bien l'angle qui bouge ici. Et on voit d'ailleurs que le mouvement est assez fin. Pour ce qui est du petit joystick, ça marche, mais la précision est vraiment pas dingue. Alors ça se visualise pas trop à l'écran, mais en live je vois bien que c'est vraiment merdique, donc ça dégage. Pour remplacer le joystick, j'ai une idée qui s'avérera très probablement plus que mauvaise, mais je voulais essayer. Je me suis dit, et si le pilote de la Gena pouvait en partie commander son inclinaison via le guidon de conduite? Donc un axe de rotation pour la conduite, comme une moto normale, et un axe pour l'inclinaison. Et niveau ergonomie, j'ai subdivisé cette idée en deux possibilités. Soit le guidon peut bel et bien bouger dans les deux axes, comme ça, direction et inclinaison, soit il ne peut tourner que sur l'axe de conduite et sera immobile sur son axe d'inclinaison, mais réagira simplement à la force. Alors si vous êtes sceptique, c'est juste le signe que vous jouissez de toutes vos facultés. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Donc voilà le prototype fait avec deux jauges de contrainte en parallèle pour mesurer les forces. Et ça marche très bien. Regardez, on voit bien la courbe en bleu qui correspond à l'effort que j'applique sur le guidon. C'est précis, c'est fluide, c'est parfait. Bon ben voilà, on a fait le tour de tout. Ça veut dire que alimentation, Go. moteur, Go. encodeur, We're go fly. Arduino, We're go fly. guidon, Go. je peux tout mettre sous tension et voir ce que ça donne. Alors non, en fait ça marche plutôt pas trop mal pour le premier essai. Mais là je lui demande une variation assez brusque et voilà. Dès le premier essai, ben merci les boulons fusibles. Et ça m'a permis de voir que j'avais mis un fin de course de sécurité qui n'a pas marché du tout. Je retire tout, je retire les vis sectionnées comme je peux, je change le support de l'encodeur qui s'est aussi cassé au passage et je refais des tests. Une nouvelle fois le truc déconne et démolit tout. Mais en cherchant, j'ai trouvé où était le bug dans le code et après plusieurs essais et réglages, ben ça commence à fonctionner pas trop mal. C'est pas évident de le voir comme ça, vous derrière votre écran, mais quand on joue avec, on se rend compte que c'est quand même assez réactif, c'est assez précis et ça revient bien à zéro quand je lâche tout. Franchement, c'est pas mal. Je voulais au moins arriver à faire un système qui effectue l'angle qu'on lui demande, ça semble assez réussi, c'est la base de la base. Bon, alors évidemment là, tout fonctionne en statique et sans aucune charge, ça n'a donc Rien à voir avec la réalité. Le code devrait être adapté, les réglages devraient être modifiés et plus que probablement la façon dont l'angle est commandé devrait être revue. Mais voilà, l'objectif initial est atteint et c'est donc la fin de cette vidéo. La prochaine fois, j'irai dans les détails de la physique des virages en moto. Plusieurs personnes m'ont demandé si c'était vraiment nécessaire de s'embêter avec un système d'inclinaison actif et pourquoi pas faire comme certains véhicules à 3 roues qui peuvent très bien s'incliner sans moteur. Alors, ce sont de très bonnes remarques totalement légitimes, mais vu que la science du virage est assez complexe, je préfère tenter de répondre à ces commentaires en faisant une vidéo dédiée. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le contre-braquage, que la précession, que le combo thrust, que le slip angle, je vous invite à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À la prochaine.